Le vent d'hiver sifflait entre les ruelles étroites du quartier de Noailles, à Marseille, quand Léo Moreau se réveilla sur son bout de carton dissimulé derrière une benne à ordures. Il avait 9 ans, mais ses gestes étaient ceux d'un adulte accoutumé à la survie. Depuis plusieurs mois, il dormait là, enroulé dans une vieille couverture trouée que lui avait donnée une femme du marché. Son ventre grognait, mais il connaissait bien ce langage du corps. La faim faisait partie de lui comme son ombre ou son souffle. À ses pieds, un vieux chien au pelage grisâtre, tout aussi usé que la couverture, ouvrit un œil fatigué. Pompon, c'était son seul ami, son confident silencieux. Léo lui caressa doucement l'oreille. « On y va, mon vieux, faut trouver de quoi manger. » Pompon se leva en grognant légèrement, puis suivit Léo jusqu'à la rue principale. À cette heure, les commerçants commençaient à installer leurs étals. Léo connaissait les coins où les chances de récupérer quelques pièces étaient les plus grandes, devant les boulangeries, les pharmacies ou à la sortie du métro. Il portait un seau en plastique rempli d'eau sale, un chiffon sur l'épaule, et son regard clair balayait les voitures à la recherche d'un pare-brise poussiéreux à laver. Cela faisait bientôt 1 an que sa mère, Marie, avait perdu son emploi d'aide-soignante. Une maladie pulmonaire l'avait clouée au lit, affaiblie, presque transparente dans ce petit studio que le propriétaire leur prêtait par charité. C'était Léo qui allait chercher les médicaments de base, parfois comblés par la pharmacie municipale, parfois achetés avec l'argent qu'il mendiait ou gagnait à sa manière. Il n'allait plus à l'école depuis des mois. Il avait arrêté le jour où un professeur lui avait posé une question sur les soustractions et que son estomac, vide depuis 2 jours, avait grondé si fort que toute la classe avait ri. Il n'avait pas eu honte. Il avait juste compris que l'école était un luxe que la rue n'autorisait plus. Malgré tout, Léo gardait une dignité farouche. Il ne volait pas. Il ne fouillait les poubelles que lorsque Pompon montrait des signes de faiblesse. Il préférait laver des vitres, porter des sacs de courses pour les mamies du quartier ou faire la queue dans les soupes populaires quand elles étaient ouvertes. Ce matin-là, comme les autres, il passa devant la boulangerie, la flûte dorée. L'odeur du pain chaud lui fit tourner la tête. Il s'arrêta un instant, observant les clients bien habillés qui sortaient avec des sacs en papier brun. Une boulangère qu'il connaissait un peu lui lança un regard compatissant, mais ne dit rien. Léo n'attendait pas qu'on le prenne, en pitié. Il se contenta de baisser les yeux et continua son chemin. Il descendit jusqu'au vieux port, où les voitures de luxe brillaient au soleil matinal. Là, parfois, il avait de la chance. Les touristes étaient plus généreux. Il savait comment sourire, comment remarquer que le chiffon dans la main de Léo traçait de larges cercles sur le capot encore tiède de la voiture. L'eau sale dégoulinait sur la peinture noire et luisante, mais il faisait de son mieux pour ne pas rayer la surface. Il connaissait la valeur des objets coûteux, même s'il n'en possédait aucun. Chaque mouvement était précis, presque respectueux. Le garçon espérait que, derrière les vitres teintées, l'homme l'avait remarqué. Il n'avait pas vu la portière s'ouvrir. Un bruit sourd le fit sursauter. La porte du conducteur venait de s'ouvrir lentement. Léo recula d'un pas, instinctivement. Pompon, fidèle à sa mission, se dressa sur ses pattes, grogna doucement, mais ne s'approcha pas. De la voiture descendit un homme grand, vêtu d'un manteau noir sur mesure, l'écharpe savamment nouée autour du cou. Il était élégant, froid, avec ce genre d'allure qui ne laissait pas place à l'improvisation. Léo baissa les yeux, gêné. Il n'osa pas parler. Il attendait la réaction habituelle, les reproches, les menaces, parfois une tape derrière la tête ou un regard plein de dégoût. Mais cette fois, rien ne vint. L'homme le regardait, pas avec colère, pas avec mépris, mais avec une sorte de curiosité silencieuse. « Tu nettoies les voitures, c'est ça ?» demanda-t-il enfin, d'une voix calme, presque neutre. Léo hocha la tête, le chiffon encore tremblant entre ses doigts. « Je voulais juste... Je me suis dit que... peut-être j'aurais quelques pièces. Pas pour moi, c'est que... Ma mère, elle est malade, très malade, et j'essaye de lui acheter ses médicaments. » Sa voix était faible, mais son regard ne mentait pas. Il n'y avait ni manipulation, ni tentative de jouer sur les émotions. Juste une vérité crue, lancée comme une bouteille à la mer. L'homme resta silencieux, les yeux fixés sur lui. Un long silence, trop long. Léo sentit l'inconfort grandir dans son ventre. Il recula un peu plus. « Désolé, je voulais pas abîmer votre voiture. Je peux essuyer, hein? Je vais pas vous déranger. » Il fit mine de partir.
Mais la voix de l'homme le retint. « Comment tu t'appelles » Léo s'arrêta, surpris. « Léo Moreau. Et lui, c'est Pompon. » Il désigna son chien qui aboya doucement, comme pour appuyer son identité. Le regard de l'homme se porta un instant sur le chien, puis revint sur Léo. « Tu viens d'où, Léo » Le garçon hésita. Il n'aimait pas trop parler de lui. Les adultes posaient souvent des questions, puis oubliaient les réponses. Mais quelque chose, dans le ton de cet homme, l'incita à répondre. « On vit pas très loin, rue Bernard Dubois, dans un petit studio que le propriétaire nous laisse utiliser. Ma mère, elle peut plus marcher depuis un moment. Je fais ce que je peux. Je ramasse des canettes, je lave des vitres. Je veux juste qu'elle ait de quoi tenir. » L'homme ne parlait toujours pas. Il observait, attentif. Léo n'osait plus croiser son regard. Il avait dit la vérité, entière, brutale. C'était souvent à ce moment que les gens se détournaient, incapables de supporter la réalité de ceux qui vivent en marge. Mais cet homme-là ne détourna pas les yeux. Il ne bougea pas non plus. Son visage ne laissait rien paraître, comme figé dans une réflexion lointaine. Finalement, il fit un pas vers la voiture, enleva doucement les dernières traces d'eau du capot avec un mouchoir qu'il sortit de sa poche, puis le rangea soigneusement. « Tu as faim, Léo » La question tomba comme une pierre dans le silence. Le garçon leva les yeux, surpris. Il n'était pas habitué à cette tournure. On lui demandait rarement ce dont il avait besoin. Il acquiesça sans un mot. Sa gorge était nouée. La faim, il la connaissait mieux que son propre prénom. L'homme fit un signe de tête vers la voiture. « Monte !» Léo recula d'un pas. Pompon se mit à aboyer plus fort. Monter dans une voiture inconnue, même pour un enfant des rues, c'était une décision lourde. Trop d'histoires finissaient mal. Mais l'homme ajouta simplement « On va manger, c'est tout. Je te ramènerai ensuite. » Un silence passa. Le vent remua le seau à moitié vide. Léo regarda Pompon, puis l'homme, puis la voiture. Une chaleur s'échappait de l'habitacle. Il avait froid. Il avait faim. Et surtout, il n'en pouvait plus de cette journée qui avait commencé comme tant d'autres, avec rien. Il siffla doucement. Pompon se calma. Lentement, Léo s'approcha et monta dans la voiture. L'homme referma la porte derrière lui sans un mot, fit le tour, s'installa au volant et démarra. Le moteur ronronna doucement, tandis que le véhicule s'éloignait de la boulangerie, laissant derrière lui un seau, un chiffon sale et un monde que Léo ne savait pas encore qu'il allait quitter. Léo était assis sur le siège passager, raide comme une statue. Ses petites mains sales serraient le bord de la banquette en cuir, comme s'il avait peur que le moindre faux mouvement le fasse disparaître. L'intérieur de la voiture sentait le cuir neuf, l'élégance silencieuse d'un monde auquel il n'appartenait pas. Pompon, lui, avait sauté dans le coffre ouvert à l'arrière et s'était roulé en boule, reconnaissant la chaleur d'un espace sûr. Aucun mot n'avait été échangé depuis le départ. La voiture avançait lentement dans les rues de Marseille, s'éloignant du vieux port, contournant le marché animé. Léo jetait des coups d'œil discrets vers l'homme au volant. Il conduisait sans dire un mot, le regard droit, concentré, comme s'il avait une mission à accomplir. Léo ne savait toujours pas s'il devait avoir peur. Cet homme n'avait pas crié. Il n'avait pas non plus souri. Il était comme une énigme fermée, dont la clé semblait perdue. Finalement, ils s'arrêtèrent devant un petit restaurant dont la façade vitrée laissait entrevoir des nappes blanches et des verres brillants. Léo n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Il avait vu des enfants bien habillés entrer là avec leurs parents, rieurs, détendus. Lui, il était en guenilles, les cheveux en bataille, le visage couvert de poussière, les chaussures trouées. Il n'avait pas sa place ici. « Viens », dit simplement l'homme en descendant. Léo hésita, mais suivit. Il avait faim. Une faim qui nouait ses entrailles depuis le matin. Et il ne pouvait pas ignorer cette odeur délicate qui s'échappait du restaurant à chaque fois que la porte s'ouvrait. Une serveuse les accueillit avec un sourire poli, mais ses yeux s'arrêtèrent une seconde de trop sur Léo. Elle sembla vouloir dire quelque chose, puis se ravisa en reconnaissant l'homme qui l'accompagnait. Elle les installa à une table près de la fenêtre. Léo s'assit lentement, les yeux écarquillés devant les couverts brillants, les verres hauts et fins, la serviette en tissu pliée avec soin. Il ne savait pas quoi faire. Il avait peur de toucher à quelque chose, de le casser. Il jeta un regard paniqué à l'homme, qui ouvrit la carte du menu et la posa devant lui. « Tu peux choisir ce que tu veux. » Léo cligna des yeux. Il n'avait jamais choisi un plat. Il ne savait même pas ce que signifiait la moitié des mots sur cette feuille épaisse. Il rougit puis posa la carte sans un mot.
Un steak frites pour le garçon, s'il vous plaît, et de l'eau. » La serveuse acquiesça sans poser de questions. Le silence s'installa à nouveau. Léo baissa les yeux vers la table, puis, d'une voix hésitante, se mit à parler. « Ma mère, elle a eu une toux qui ne part pas, et puis elle a commencé à avoir de la fièvre tous les soirs. Le docteur du centre a dit qu'il fallait des antibiotiques, mais la pharmacie en donne pas toujours. Il y a trop de monde. Et j'ai essayé d'en acheter un jour, mais c'était trop cher. Alors j'ai continué à faire ce que je pouvais. » Sa voix se brisa un instant. Il respira profondément, puis reprit. « Je fais pas ça pour moi. Je peux pas la laisser. Mourir. Elle me dit toujours que ça va aller, mais je la vois. Elle a plus de force. Elle tousse toute la nuit. Elle a du mal à manger. » L'homme le regardait, immobile, sans un mot. Ce silence, Léo le supportait de moins en moins. Il avait l'impression de se mettre à nu devant un mur. Il voulait une réponse, un signe, quelque chose. « Je veux pas qu'elle parte, c'est tout ce que j'ai. » Les derniers mots sortirent comme une prière étouffée. Il fixait maintenant la nappe blanche honteux, le visage rouge, les yeux humides. Il ne pleurait jamais, mais là, c'était trop. La serveuse revint avec les assiettes. Elle posa devant Léo un plat fumant, une viande tendre entourée de frites dorées. Il ne savait même pas par où commencer. Il prit la fourchette à l'envers, réalisa son erreur et la tourna maladroitement. Le couteau lui glissa des mains une première fois. Il regarda l'homme gêné. « J'ai pas trop l'habitude. » L'homme prit sa propre fourchette, coupa un morceau de viande, le mangea lentement, puis répondit d'un ton neutre. « Ce n'est pas grave. Mange comme tu veux. » Léo acquiesça. Il prit une frite puis une autre. La viande suivit. Chaque bouchée était un mélange de soulagement et de malaise. Il avait peur qu'on le chasse d'ici à tout moment. Mais non, le repas continua. L'homme ne disait presque rien, se contentant de manger en silence, son regard toujours posé sur le garçon. Quand les assiettes furent vides, le serveur apporta un dessert sans qu'on le demande, une mousse au chocolat, brillante, surmontée d'une feuille de menthe. Léo la fixa un instant, puis plongea sa cuillère avec timidité. C'était la première fois qu'il goûtait quelque chose d'aussi doux. Le silence reprit, lourd mais étrange, presque apaisant. Enfin, alors que Léo terminait sa dernière bouchée, l'homme posa ses couverts et croisa les bras sur la table. « Et si je voulais voir ta mère ?» Léo s'arrêta net. Il ne comprit pas tout de suite. Il cligna des yeux. « Pourquoi ?» « Ça que pour comprendre, pour savoir, et peut-être pour aider. » Léo sentit son cœur battre plus vite. Il voulait dire oui, mais quelque chose en lui se méfiait encore. Pourtant, il hocha la tête. S'il y avait une chance, même minuscule, que cet homme étrange puisse changer quelque chose, il devait la saisir. La voiture roulait à nouveau, cette fois en direction des quartiers populaires du centre-ville. Léo, rassasié, regardait par la fenêtre, un mélange de crainte et d'espoir nouant son ventre. Il ne comprenait pas ce qui se passait, ni pourquoi cet homme, si différent de tous les autres, s'intéressait à lui. Il s'appelait Antoine Delcourt. Il l'avait dit d'un ton simple, sans insister, comme une formalité. Ce nom ne disait rien à Léo, mais il résonnait dans les couloirs des entreprises de Marseille comme une référence de pouvoir et d'influence. Lui n'en savait rien. Il connaissait mieux les rues que les journaux économiques. Ils passèrent devant des immeubles délabrés, des murs tagués, des devantures closes. Pompon, dans le coffre, dormait profondément, fatigué par l'émotion du jour. Léo se sentait toujours en décalage, comme un invité de passage dans une histoire qui ne lui appartenait pas. Pourtant, Antoine ne montrait aucun signe d'agacement, ni de doute. Il conduisait calmement, sans GPS, comme s'il connaissait déjà la destination. « C'est par là », murmura Léo en montrant une rue étroite bordée de façades écaillées. Ils s'arrêtèrent devant un immeuble bas, dont la porte d'entrée ne tenait plus vraiment sur ses gonds. Léo descendit, attendit qu'Antoine le suive, puis poussa la porte d'un geste familier. Les escaliers grinçaient sous leurs pas. Au deuxième étage, il s'arrêta devant une porte peinte en vert, sur laquelle un vieux autocollant décoloré indiquait « Moreau ». Il sortit une clé rouillée de sa poche, ouvrit et entra en silence. L'appartement était minuscule, à peine 2 pièces. Une odeur de médicaments bon marché et d'humidité flottait dans l'air. Sur un lit défait entouré de couvertures usées, une femme dormait, le visage blême, les cheveux collés à son front par la sueur. Léo posa doucement la main sur son bras. « Maman, maman, je suis là. » Marie ouvrit difficilement les yeux. Sa voix était un souffle.
Mon chéri, tu as mangé ?» Léo sourit doucement. C'était toujours sa première question, même à moitié consciente. Il hocha la tête, puis se tourna vers Antoine, qui se tenait près de l'entrée, silencieux, les mains dans les poches de son manteau. Il observait la scène, la pièce, les médicaments alignés sur une table bancale, le bol à moitié vide sur le coin du lit. « Qui ?» demanda Marie faiblement. « C'est Monsieur Delcourt. Il m'a donné à manger. Il voulait te voir. » Marie essaya de se redresser, mais Antoine s'approcha aussitôt et posa une main légère sur son épaule. « Ne bougez pas, madame. Je suis là en ami. » Elle le regarda avec méfiance, puis avec fatigue. Trop de combats, trop de déceptions, mais elle ne dit rien. Léo resta près d'elle, prêt à intervenir, à expliquer. Antoine balaya la pièce du regard, puis s'accroupit pour être à la hauteur de Marie. « Vous avez besoin d'aide ?» Elle acquiesça faiblement. « J'ai contacté un médecin, » ajouta-t-il. « Il arrive dans 1 heure. Je vais payer ses visites et m'assurer que vous ayez ce qu'il faut pour vous soigner. » Marie le fixa, décontenancée. Elle chercha Léo du regard. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Antoine resta un instant silencieux. Il semblait chercher ses mots, peser chaque intention, parce que personne ne devrait avoir à choisir entre survivre et se soigner. Léo sentit un frisson courir dans son dos. Il ne comprenait pas encore ce que cela signifiait, mais quelque chose, dans le ton d'Antoine, avait changé. Il n'était plus seulement un inconnu. Il devenait un acteur de leur réalité. Antoine se redressa, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêta devant la fenêtre. « Je vais vous laisser vous reposer. Le médecin viendra tout à l'heure. Il apportera aussi quelques affaires. Nourriture, médicaments. » Marie murmura un merci presque inaudible. Léo le répéta à haute voix. Antoine se tourna vers lui. « Tu restes ici pour le moment. On se reverra bientôt. » Puis, sans autre explication, il sortit. Léo resta planté là, pompon à ses pieds, le regard perdu dans l'encadrement de la porte. La pièce n'avait pas changé. Le lit était toujours aussi vieux, les murs aussi humides, mais quelque chose d'invisible venait de se déplacer, comme un courant d'air nouveau. Léo ne savait pas ce que cela voulait dire, mais il savait, au fond de lui, qu'Antoine Delcourt n'était pas passé là par hasard. 2 jours passèrent. Léo ne quitta presque pas l'appartement. Il avait ramené Pompon, qui dormait à ses côtés, et passait ses heures à veiller sur sa mère. Le médecin était venu comme Antoine l'avait promis, un homme doux, précis, qui n'avait posé aucune question inutile. Il avait ausculté Marie, pris note de ses symptômes et prescrit un traitement plus complet que ce que Léo avait jamais pu imaginer. Il avait laissé des sacs remplis de médicaments, de compresses, de vitamines. Un autre homme, vêtu d'un gilet bleu foncé, était passé plus tard avec un sac de course rempli à ras-bord de denrées alimentaires. Pâtes, conserves, pain frais, fruits, même du lait. Léo observait tout cela comme un rêve éveillé. Il n'osait pas y croire. Il s'attendait à se réveiller à tout moment, à retrouver les bruits de la rue, la faim, les jours sans fin. Mais au matin du 3e jour, quelqu'un frappa, doucement à la porte. Léo ouvrit avec précaution, le cœur battant. Antoine était là debout, toujours impeccable, un léger sourire au coin des lèvres. « Tu viens déjeuner ?» Léo hésita, regarda sa mère, qui lui fit un signe discret, de la main. Elle avait retrouvé un peu de couleur. Sa voix restait faible, mais son regard avait repris de l'éclat. « Va, mon chéri, tu l'as bien mérité. » Léo attrapa son manteau, fit signe à Pompon de rester et suivit Antoine dehors. Cette fois, la voiture ne les mena pas dans un restaurant chic. Ils s'arrêtèrent dans une brasserie simple, discrète à quelques rues de là. L'endroit sentait le café fort et le beurre fondu. Le serveur les salua d'un ton familier, comme s'il connaissait bien Antoine. Ils s'installèrent à une table en bois massif, près de la baie vitrée. Léo s'assit sans crainte cette fois. Il avait encore faim, bien sûr, mais il sentait aussi autre chose, une forme étrange de confiance. Antoine commanda sans consulter la carte, 2 plats du jour, avec une entrée de crudité. Puis il se tourna vers Léo. « Tu m'as parlé de ta mère. Dis-moi un peu plus sur toi. » Le garçon haussa les épaules. « Y a pas grand-chose à dire. J'ai arrêté l'école, je fais des petits trucs dehors. Les gens me donnent un peu parfois. J'aime bien le port et je connais presque tous les chiens du quartier. » Antoine sourit légèrement. « Et tu voudrais retourner à l'école si tu pouvais ?» Léo fronça les sourcils. « Il n'y
avait jamais pensé sérieusement. C'était un monde qu'il avait mis de côté, rangé dans une boîte inaccessible. Je sais pas. C'est pour les enfants qui ont des vêtements propres, décartables. Moi, j'ai plus rien de tout ça. Et puis, je suis en retard, je comprends plus les trucs de maths. Tu pourrais apprendre. Recommencer. Léo resta silencieux. L'idée flottait dans l'air, irréelle, presque absurde. Il se concentra sur son assiette quand elle arriva, pleine de viande en sauce et de légumes croquants. Il mangeait avec plus d'assurance cette fois, tenant ses couverts avec moins de maladresse. Entre deux bouchées, il raconta sa vie. Le petit appartement où il était né, les fêtes d'anniversaire, improvisées avec des restes de gâteaux, son père qu'il n'avait jamais connu, sa mère toujours souriante malgré les difficultés, les jours passés à courir dans les ruelles, à inventer des jeux avec des bouts de bois et des boîtes vides. Antoine écoutait sans interrompre, notant chaque détail avec une attention sincère. Il posait des questions simples, jamais intrusives. Léo parlait de ses coins préférés de la ville, de la fois où il avait sauvé un chaton coincé sur un toit, de son rêve secret de devenir mécanicien parce qu'il adorait démonter les vélos abandonnés pour les remonter à sa façon. « Tu sais, Léo, il y a beaucoup de façons de changer une vie, » dit Antoine en posant sa fourchette. « Parfois, il suffit d'une décision, d'une personne qui tend la main. » Léo le regarda, sans comprendre totalement. Il sentait que ces mots voulaient dire quelque chose d'important, mais il n'arrivait pas encore à les relier à sa réalité. Quand le dessert arriva, une tarte aux pommes tièdes, Léo était plus détendu. Il mangea lentement, profitant de chaque bouchée. Il se sentait respecté, c'était nouveau, c'était précieux. À la fin du repas, Antoine sortit un carnet de sa poche et nota quelque chose. « On ira voir quelque chose ensemble bientôt. Un endroit. Tu me diras ce que tu en penses. » Léo hocha la tête. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Mais il savait une chose. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas peur du lendemain. En fin d'après-midi, après le déjeuner, Antoine insista pour raccompagner Léo jusqu'à chez lui. Ce dernier aurait pu rentrer seul, comme il l'avait toujours fait. Mais quelque chose dans le regard d'Antoine interdisait toute objection. Ce n'était pas une imposition. C'était une promesse silencieuse de continuité, comme si l'homme refusait que ce moment partagé se dissolve dans le vent froid de Marseille. La voiture traversa à nouveau les quartiers défraîchis, et Léo guida Antoine jusqu'à la rue Bernard-Dubois. Devant la porte branlante de l'immeuble, Léo marqua une hésitation. Il n'était pas honteux de sa maison. Il en avait simplement conscience. Ce n'était pas un endroit où l'on emmenait des gens comme Antoine Delcourt. Ils montèrent les escaliers, Pompon trottinant derrière eux. Antoine observait chaque détail avec calme. Il ne montra ni surprise ni dégoût, seulement une concentration tranquille. Au deuxième étage, Léo ouvrit la porte et la laissa entr'ouverte, incertain. « Tu peux entrer », murmura-t-il. Antoine franchit le seuil sans commentaire. Il retira même son manteau avant d'avancer dans la pièce principale. Marie était réveillée, assise sur le lit avec l'aide de quelques oreillers. Elle s'était recoiffée du mieux qu'elle avait pu, et son visage montrait encore des traces de fatigue. Mais elle avait retrouvé un peu de dignité dans ses gestes et dans la manière dont elle redressa le dos en voyant l'homme entrer. « Monsieur Delcourt, » dit-elle d'une voix plus affirmée, « merci pour tout ce que vous avez fait. Je ne sais pas comment... » Il leva la main doucement, l'interrompant avec respect. « Vous n'avez rien à expliquer. C'est normal, Marie. » Il utilisa son prénom sans hésitation, comme s'il la connaissait depuis toujours. Marie fut surprise, mais ne protesta pas. Il s'approcha d'elle, prit une chaise et s'assit en face. « Vous avez eu une vie difficile, je le vois bien, mais vous avez élevé un garçon exceptionnel. » Marie baissa les yeux émue. « Il est tout pour moi, depuis qu'il est tout petit. Je n'ai pas toujours pu lui offrir ce qu'il mérite, mais... » Antoine secoua doucement la tête. « Il n'a jamais manqué de ce qui compte vraiment. Vous lui avez donné de la force, de la loyauté, du respect. Il en parle avec une telle tendresse. Ce n'est pas rien. » Un silence doux s'installa. Pompon s'était allongé à côté du lit, la tête sur les pattes, comme s'il sentait que ce moment avait quelque chose de solennel. Léo, debout près de la fenêtre, observait la scène avec un mélange d'étonnement et de fierté. Il n'avait jamais vu sa mère aussi écoutée, aussi considérée. Antoine jeta un regard à la petite étagère bancale où s'alignaient quelques livres poussiéreux, un cadre photo fendu et une veilleuse d'enfants. Il remarqua un dessin collé au mur, sans doute de la main de Léo,
représentant un chien, une maison et un soleil souriant. « Vous avez de la lumière dans cette chambre malgré tout, dit-il doucement. Marie sourit, fatiguée mais sincère. On s'efforce de ne pas la laisser s'éteindre. Il resta encore un moment. Il posa quelques questions sur les médicaments, le suivi médical, la nourriture. Il proposa, sans imposer, d'envoyer une aide-soignante 2 fois par semaine. Marie hésita, mais Léo lui fit un signe discret. Elle accepta. Puis Antoine se leva, remit son manteau et serra la main de Marie avec une délicatesse rare. « Je reviendrai », promit-il. Léo le raccompagna jusqu'à la porte. Dans l'encadrement, Antoine s'arrêta, se tourna vers lui. « Tu es un garçon courageux. Tu n'as pas à avoir honte de quoi que ce soit ici. » Léo hocha la tête, incapable de répondre. Son cœur battait fort, plein de gratitude confuse. Antoine descendit les escaliers, sa silhouette s'éloignant dans le crépuscule. De la fenêtre, Léo le vit rejoindre sa voiture. Il ne partit pas immédiatement. Il resta là un moment, pensif, comme s'il avait besoin de se souvenir de chaque détail. Et puis il disparut. Ce soir-là, Léo s'assit au pied du lit de sa mère. Ils mangèrent ensemble pour la première fois depuis longtemps un vrai repas, apporté plus tôt par l'homme en gilet bleu. Il y avait du riz, du poisson et même un petit dessert à la vanille. Marie posa sa main sur la joue de son fils. Il y a quelque chose en lui. Je ne sais pas pourquoi il fait tout ça, mais je sens que ce n'est pas un hasard. Léo acquiesça. Moi non plus, mais je crois qu'il voit des choses que les autres ne voient pas. Et dans le silence de cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Léo ne rêva pas de fuite ou de faim. Il rêva d'un matin où tout serait encore possible. Dès le lendemain matin, les promesses d'Antoine prirent une forme concrète. À 7h30, une infirmière se présenta à la porte de l'appartement des Moreau. Elle s'appelait Sophie, une femme au sourire franc et à la voix douce, vêtue d'un uniforme simple et d'un manteau bleu marine. Elle ne posa pas de questions inutiles. Elle entra, salua Marie avec respect et commença immédiatement à évaluer son état. Elle apporta un tensiomètre, un oxymètre et une petite mallette remplie de matériel médical. Léo l'observait attentivement, fasciné par ses gestes précis. Marie, d'abord gênée par tant d'attention, se détendit progressivement. Elle se laissa ausculter, piquer, soigner. Elle n'avait plus besoin de prétendre que tout allait bien. Quelqu'un s'occupait d'elle maintenant. Léo, lui, ne savait pas quoi penser. Il était heureux, bien sûr, soulagé aussi. Mais quelque chose en lui résistait encore à cette idée de recevoir sans donner. Il avait passé tant d'années à se débrouiller seul qu'il avait appris à se méfier des gestes trop généreux. Rien n'était jamais gratuit dans la rue. Pourtant, rien chez Antoine ne semblait appeler un retour. C'était cela qui le troublait le plus. Pendant que Sophie prodiguait ses soins, un autre visiteur frappa à la porte. C'était l'homme au gilet bleu prénommé Julien. Il apportait cette fois 2 gros sacs remplis de provisions. Viande, légumes, conserves, produits d'hygiène, même des draps propres et une trousse de toilette neuve. Il installa tout dans la cuisine avec méthode, expliqua calmement à Léo comment conserver les aliments, quels produits devaient rester au frais, puis s'éclipsa aussi discrètement qu'il était venu. Léo l'accompagna jusqu'à la porte. « Monsieur Antoine vous a demandé de faire tout ça. » Julien sourit. Antoine ne demande jamais rien. Il décide. Et quand il décide d'aider, il va jusqu'au bout. Léo hocha la tête, pensif. Ce n'était pas une réponse, mais c'était suffisant pour l'instant. Les jours suivants s'enchaînèrent avec un rythme nouveau. Léo, qui avait l'habitude de courir de rues en poubelle, passait maintenant ses matinées à s'assurer que sa mère prenait bien ses médicaments, que Pompon mangeait correctement et que l'appartement restait propre. Il n'y avait pas de miracle. La maladie de Marie était encore présente, mais elle reprenait des forces. Elle parlait un peu plus, riait parfois et se tenait assise plus longtemps chaque jour. Un après-midi, alors que Léo balayait l'entrée, Antoine revint. Il portait une chemise claire, une veste de lin et avait dans les bras une boîte soigneusement fermée. « Bonjour Léo, c'est pour toi. » Léo prit la boîte avec précaution. À l'intérieur, il trouva des vêtements neufs, un sac à dos, un carnet de croquis vierges, des crayons et une trousse d'école. Il resta un moment sans bouger. « Je sais pas quoi dire. Tu n'as pas à dire quoi que ce soit, mais j'aimerais que tu les utilises. » Léo caressa la couverture du carnet, comme s'il avait peur qu'il disparaisse.
Antoine s'accroupit à sa hauteur. « Je t'ai observé. Tu as une façon de regarder le monde qui n'est pas ordinaire. Et je crois que tu peux faire de grandes choses, mais tu dois accepter que parfois l'aide est un pont, pas une dette. » Ces mots frappèrent Léo au plus profond. Un pont. Il n'avait jamais pensé que l'aide pouvait être cela. Il la voyait toujours comme une bouée qu'on jette à ceux qui coulent, jamais comme un passage vers autre chose. Antoine resta encore un moment. Il parla avec Marie, s'enquit des soins, nota mentalement les besoins qui restaient, puis il se leva. « Lundi, je viendrai te chercher. Je veux te montrer un endroit. » Léo fronça les sourcils. « Quel genre d'endroit ? » « Un endroit où tu pourrais apprendre. Et rêver aussi. » Et comme toujours, il partit sans en dire plus. Le lundi matin arriva vite. Léo s'habilla avec les vêtements offerts. Il n'était pas encore tout à fait à l'aise dans cette nouvelle peau, mais il se regarda dans le miroir fêlé de la salle de bain et se surprit à sourire. Marie, assise sur le lit, lui envoya un baiser. « Sois curieux, mon cœur, et surtout sois toi-même. » Pompon aboya doucement, comme pour donner sa bénédiction. Et quand Antoine revint à 8 heures précises, Léo monta dans la voiture sans hésiter. Ce jour-là, il ne savait pas encore où il allait. Mais il savait que c'était le début de quelque chose de vrai. Les rumeurs commencèrent doucement. Un murmure ici, un commentaire là. Marseille, malgré sa taille, avait cette capacité à faire circuler les histoires plus vite que le Mistral. Il n'avait pas fallu plus de quelques jours pour que l'on parle du mystérieux lien entre Antoine Delcourt, l'homme d'affaires, le plus discret et influent de la ville, et un garçon des rues qu'on avait vu entrer et sortir de sa voiture à plusieurs reprises. La première fois que Léo sentit les regards, c'était dans la boulangerie du quartier. Il y était entré avec Antoine, simplement pour acheter une baguette. La boulangère, qui lui avait autrefois offert des restes, baissa les yeux sans lui adresser un mot. Derrière eux, un client commenta à voix basse « On dirait qu'il a adopté un petit clochard maintenant. » Antoine fit mine de ne pas entendre, mais Léo, lui, sentit une boule se former dans sa gorge. Le phénomène s'intensifia. Dans les rues, certains passants reconnaissaient Léo. Ils ne le voyaient plus comme un enfant. Il devenait une figure étrange, un point d'interrogation, trop bien habillé pour être un mendiant, trop sale pour appartenir au monde d'Antoine. On chuchotait sur son passage, certains détournaient les yeux, d'autres fixaient sans gêne. Antoine, lui, restait imperturbable. Il ne répondait pas, aux commentaires, ne s'expliquait pas. Il continuait de faire ce qu'il avait décidé de faire, aider Léo et sa mère sans condition. Mais dans les cercles sociaux qu'il fréquentait, la tension montait. Un soir, lors d'un dîner mondain dans une villa sur les hauteurs de la ville, une femme au sourire crispé lui lança d'un ton faussement léger « Alors Antoine, tu te reconvertis dans l'aide humanitaire de rue? Tu deviens philanthrope comme dans les films ?» Il ne répondit pas. Il sourit poliment, prit une gorgée de vin et changea de sujet. Mais les questions revenaient sans cesse, voilées d'ironie ou de suspicion. Certains allaient plus loin. Des journalistes commencèrent à appeler son bureau. Des blogueurs écrivirent des articles anonymes, évoquant une relation trouble, cherchant le scandale. On parlait d'enfants protégés, de favoritisme louche, de double vie. On questionnait les intentions, on insinuait. Léo en fut profondément affecté. Il évita la rue pendant plusieurs jours, resta à la maison, prétextant vouloir aider. Sa mère. Il ne voulait pas que les gens pensent qu'il profitait, qu'il manipulait. Il avait vu trop d'enfants comme lui être rejetés pour moins que ça. Marie tenta de le rassurer. « Tu n'as rien fait de mal, mon cœur. Ce sont les autres qui ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. » Mais Léo sentait le poids de ses jugements. Il avait l'impression de ne plus être à sa place. Nulle part. Ni dans la rue, ni dans le monde d'Antoine. Quand il en parla à ce dernier, ce fut lors d'un trajet en voiture, tard le soir. Léo, les bras croisés, regardait la ville défiler par la fenêtre. « Pourquoi tu continues ?» demanda-t-il. « Tout le monde pense que t'es fou, ou pire. » Antoine resta silencieux un instant. « Parce que je n'agis pas pour les autres. Je fais ce que je crois juste. Ils peuvent parler, moi je sais. » Léo le regarda perdu. « Tu sais quoi ? Que tu vaux chaque seconde, chaque pièce investie. Que tu n'es pas une erreur ni un cas à plaindre. Tu es un garçon avec une force incroyable. Et je ne laisserai personne salir ça. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de Léo. Mais la pression extérieure continuait. Des assistantes sociales commencèrent à poser des questions.
Certaines personnes appelèrent même la mairie, demandant si un enfant des rues pouvait légalement recevoir tant d'aide sans contrôle. On parlait de retirer Léo à sa mère pour environnement instable, d'examiner la légitimité de la relation avec Antoine. Le climat devenait oppressant. Pour Antoine, cela représentait une épreuve supplémentaire. Il n'était pas homme à fuir. Il avait bâti sa réputation sur la discrétion, la fermeté, la constance. Mais il sentait bien que les regards s'alourdissaient, que les invitations devenaient plus rares, que certaines portes se refermaient lentement. Pour Léo, c'était un dilemme permanent. Il voulait disparaître pour épargner Antoine, mais il voulait aussi, pour la première fois, croire qu'il méritait d'être vu, aidé, aimé. Et au cœur de ce tumulte silencieux, une question brûlait ses lèvres. Combien de temps cette parenthèse de lumière allait-elle durer avant que le monde ne vienne la refermer? Ce soir-là, après une journée particulièrement lourde de silence et de regards fuyants, Léo était resté en bas de l'immeuble, assis sur une marche, Pompon allongé à ses pieds. Le ciel au-dessus de Marseille se teintait d'un bleu profond, et les premières étoiles perçaient timidement à travers la lumière urbaine. Il n'attendait personne, mais il espérait. Et comme souvent ces derniers jours, Antoine finit par apparaître. Il sortit de sa voiture sans un mot, s'assit à côté de Léo, et resta là, à contempler la rue. Ils ne se parlèrent pas, tout de suite. Le silence entre eux avait une valeur particulière. Il n'y avait jamais d'obligation à le briser. Il pouvait durer, plein de sens. Puis, doucement, sans le regarder, Antoine prit la parole. « Tu veux savoir pourquoi je fais ça, n'est-ce pas ?» Léo ne répondit pas. Il se contenta d'un léger hochement de tête. Il attendait cette question depuis des jours. « Quand ? J'avais ton âge, j'étais comme toi. Peut-être pire. J'habitais dans une cité en ruine avec une mère malade et un père absent. Je dormais dans une chambre qui sentait l'humidité et le gaz. J'allais à l'école parfois, mais surtout je vendais des canettes et nettoyais des pare-brises au feu rouge. » Léo tourna lentement la tête vers lui, surpris. Il n'avait jamais imaginé Antoine autrement que dans un bureau en verre ou dans une grande maison pleine de lumière. Un jour, un homme s'est arrêté. Il ne m'a pas demandé pourquoi je faisais ça. Il ne m'a pas jugé. Il m'a simplement dit « Tu vaux mieux que ça ?» et il est revenu, le lendemain et les jours suivants. Il m'a emmené à manger, m'a inscrit dans une école, m'a payé un uniforme et il m'a offert un livre, juste un livre. Mais ce livre, c'était la première chose à moi. Il s'arrêta un instant, comme si les souvenirs le rattrapaient, dur mais nécessaire. Cet homme s'appelait Joseph. Il n'a jamais voulu de reconnaissance. Il disait toujours « Ce que je fais pour toi, fais-le un jour pour un autre ». Léo resta muet, les yeux grands ouverts. Il imaginait difficilement Antoine dans des habits sales, en train de courir les rues. Mais il sentait dans sa voix que tout était vrai. « Et tu l'as revu ?» demanda-t-il doucement. Une fois, des années plus tard. Il vivait modestement dans un petit appartement. Il m'a ouvert la porte comme si j'étais son propre fils. Il m'a dit « Je savais que tu reviendrais ». Léo regarda droit devant lui. Il sentait une chaleur étrange monter dans sa poitrine. Pas de la pitié, pas de la tristesse. Quelque chose de plus fort, plus profond. Une forme de lien, une transmission invisible. Alors, tu m'aides parce que quelqu'un t'a aidé. Antoine acquiesça, et parce que j'ai promis de ne pas oublier. Ils restèrent un moment silencieux. Pompon remua doucement puis se coucha à nouveau. Les bruits de la ville montaient doucement autour d'eux. Une mobilette au loin, une radio derrière, une fenêtre, des voix floues. « Tu crois que je peux vraiment changer ma vie ?» murmura Léo. Antoine se tourna vers lui. « Je ne crois pas. Je le sais. Mais il faut que tu le veuilles. Que tu acceptes que tu n'as pas à porter la honte des autres. Que tu n'as pas à te cacher pour exister. » Léo baissa les yeux. « C'est dur quand les gens te regardent comme si tu n'étais rien. » Antoine posa une main ferme sur son épaule. « Alors, regarde-les toi, droit dans les yeux, et montre-leur qu'ils se trompent. » Ces mots, Léo les grava dans son cœur. Il ne répondit rien. Mais à cet instant précis, quelque chose en lui changea. Une mue invisible, une décision silencieuse. Il ne serait plus le garçon qui survit. Il deviendrait celui qui avance. Quand Antoine se leva pour partir, il lui tendit une petite boîte. « Tiens, c'est le livre que Joseph m'a donné. Je l'ai gardé toutes ces années. Je veux que tu l'aies. » Léo la prit avec une infinie précaution. Le cuir était usé,
la couverture légèrement décollée. Mais l'objet semblait vibrer d'histoire, de mémoire. « Merci », dit-il simplement. Et cette nuit-là, de retour dans le petit appartement, allongé à côté de sa mère endormie, Léo ouvrit le livre. Ce n'était pas une histoire extraordinaire, mais c'était un début. Et surtout, c'était un symbole, un héritage. Les jours suivants s'écoulèrent comme un souffle suspendu. Léo continuait de suivre Antoine à travers des petits rendez-vous discrets, des promenades inattendues, des rencontres toujours pleines de sens. Le lien entre eux se consolidait, fait de silences solides, de regards pleins de confiance, de gestes simples mais puissants. Antoine ne traitait jamais Léo comme un enfant pauvre à secourir. Il le traitait comme une personne entière, capable, intelligente. Mais ce fut une lettre glissée sous la porte de l'appartement qui fit basculer leur quotidien vers quelque chose d'inattendu. Une enveloppe en papier crème avec le nom de Marie Moreau écrit à la main d'une calligraphie élégante. À l'intérieur, une invitation officielle à un gala caritatif organisé par la Fondation Delcourt dans l'un des plus anciens hôtels particuliers de Marseille. Marie, d'abord, pensa à une erreur. Mais quand Léo montra la signature, au bas de l'invitation, elle comprit que ce n'était pas une blague. Antoine les invitait, tous les deux, ensemble. « C'est trop », murmura-t-elle, le regard perdu sur le papier. « Je n'ai rien à me mettre, je ne suis pas de ce monde. » Mais Léo tenait l'invitation comme un talisman. Il veut qu'on vienne. Il le veut vraiment. Le lendemain, un tailleur vint prendre leurs mesures. Une robe discrète mais élégante pour Marie, un petit costume sombre pour Léo. Rien de clinquant, juste de quoi entrer quelque part sans se sentir invisible. Marie se laissa faire à contre-cœur. Elle restait prudente, méfiante face à ce qu'elle appelait les jeux des puissants. Mais Léo, lui, attendait ce jour comme on attend une promesse tenue. Le soir du gala, ils arrivèrent ensemble, accompagnés d'un chauffeur. Le bâtiment illuminé projetait des ombres dorées sur les pavés et les invités se pressaient sous le porche dans des tenues raffinées. À l'entrée, un maître d'hôtel prononça le nom de Léo d'une voix forte et claire. « Monsieur Léo Moreau, invité d'honneur de Monsieur Delcourt. » Un frisson parcourut la salle. Les têtes se tournèrent. Les regards se croisèrent, chargés de surprise, de curiosité, parfois de jugement. Léo marchait lentement, le dos droit, la main de sa mère dans la sienne. Il n'avait jamais mis les pieds dans un lieu aussi vaste, aussi brillant, mais il n'avait pas peur. Il pensait à Antoine, à Joseph, au livre, à tout ce chemin parcouru depuis la rue. Antoine apparut au fond de la pièce, vêtu d'un costume sobre, mais plus rayonnant que jamais. Il s'approcha de Léo, posa une main sur son épaule et déclara à voix haute « Mesdames et messieurs, voici Léo. Il n'a pas besoin d'un discours. Sa présence ici parle pour lui. » Le silence fut total. Puis, lentement, quelques applaudissements éclatèrent. Pas tous sincères, certains poliment contraints. Mais ils étaient là. Léo ne savait pas comment réagir. Alors il sourit. Pas un sourire forcé, ni un sourire de gratitude. Un sourire vrai, droit, humble. Et ce sourire, à lui seul, court au murmure. Au cours de la soirée, plusieurs personnes vinrent lui parler. Un professeur d'une grande école lui proposa de venir visiter les locaux. Une ancienne avocate lui glissa une carte de visite, au cas où. Une journaliste lui demanda s'il accepterait une interview. Léo ne savait pas trop quoi répondre. Il restait lui-même, avec cette sincérité désarmante qui désorientait les mondains. Marie, assise près d'une colonne, regardait tout cela avec des yeux embués. Elle ne comprenait pas tout, mais elle voyait une chose. Son fils, debout, vu, écouté, respecté. Et c'était tout ce qui comptait. À un moment, Antoine s'approcha de Léo et lui tendit un verre d'eau gazeuse. « Tu es à ta place ici. Ne laisse jamais personne te faire croire le contraire. » Léo leva les yeux vers lui. « Même si je viens de la rue, Antoine sourit. Justement parce que tu en viens. » La soirée s'acheva sous une pluie fine. À la sortie, les flashs crépitèrent. Léo, ébloui, posa un instant avec Antoine et Marie. L'image fit le tour des réseaux sociaux le lendemain. On vit un enfant en costume trop grand, une femme aux yeux brillants et un homme au sourire calme. On les vit enfin non plus comme un scandale, mais comme un symbole. Et même si certains continuèrent à juger, à douter, à murmurer dans l'ombre, ce soir-là, pour la première fois, Léo Moreau avait été vu tel qu'il était,
Un garçon courageux, debout, prêt à affronter le monde. Quelques jours après le gala, alors que l'effervescence commençait à retomber dans les salons de la haute société marseillaise, Antoine invita Léo à le retrouver dans un petit salon privé de la fondation Delcourt. C'était une pièce discrète, silencieuse, avec de grandes fenêtres donnant sur un jardin que peu de gens connaissaient. Léo entra avec sa timidité habituelle, mais ses gestes étaient déjà plus sûrs, plus mesurés. Il s'était habitué à être vu, et peut-être plus important encore, à ne plus se cacher. Antoine l'attendait, assis dans un fauteuil en cuir brun, un dossier sur les genoux. Il se leva pour accueillir le garçon, lui offrit un chocolat chaud qu'un serveur venait de déposer sur une petite table et lui fit signe de s'asseoir. Léo prit place sans poser de questions, même s'il sentait que ce moment portait en lui quelque chose de grave. Antoine ouvrit le dossier et le tourna vers lui. À l'intérieur, un document officiel avec l'entête d'un établissement scolaire, un emploi du temps, une fiche d'inscription déjà remplie. « C'est une école privée à quelques rues d'ici », dit-il calmement. « Ce n'est pas un endroit réservé aux riches. C'est un endroit où l'on croit à la seconde chance. Et j'ai parlé de toi. » Léo resta muet. Il regardait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. Antoine poursuivit. « Une bourse complète. Frais d'inscription, fourniture, uniforme, repas. Tout est couvert. Mais ce n'est pas un cadeau, Léo, c'est une porte. Tu peux la franchir si tu veux. » Le garçon releva lentement les yeux. « Et si j'y arrive pas? Alors tu apprendras. Et si tu tombes, on sera là pour t'aider à te relever. » Il sortit un autre document, un programme de tutorat avec un encadrement hebdomadaire, des rencontres avec des mentors, des ateliers de lecture, d'écriture, d'orientation professionnelle. Je ne veux pas que tu vives de charité. Je veux que tu construises ton avenir, que tu puisses choisir. Léo sentit un poids nouveau se poser sur ses épaules. Ce n'était plus le poids de la rue, ni celui de la faim. C'était le poids d'un avenir possible, le poids de l'espoir. Et ma mère? Elle va mieux chaque jour, et elle sera fière de toi plus encore que maintenant. Elle le sait déjà. Léo prit le stylo qu'Antoine lui tendait, hésita un instant, puis signa. Il ne comprenait pas encore tout ce que cela signifiait, mais il sentait que c'était le début de quelque chose d'immense. Les semaines suivantes furent un bouleversement. Léo entra à l'école, avec son uniforme neuf, son sac sur le dos et une boule au ventre. Il fut accueilli avec curiosité. Certains élèves savaient qui il était, d'autres non. Il fit profil bas au début, mais rapidement, son sérieux, sa curiosité et surtout sa volonté de rattraper le temps perdu le distinguèrent. Il travaillait tard le soir, relisait ses cours avec acharnement, posait 1000 questions. Il n'était pas le meilleur, mais il devenait l'un des plus déterminés. Ses professeurs le remarquèrent, l'encouragèrent. Ses camarades commencèrent à lui parler avec respect. Et lui, jour après jour, releva la tête un peu plus haut. Parallèlement, Antoine continuait à l'accompagner. Il venait parfois le chercher à la sortie des cours. Ils discutaient de tout, de littérature, de politique, de mécanique. Léo découvrit le monde sous un autre angle, plus vaste, plus complexe, mais aussi plus fascinant. Un jour, alors qu'il visitait un atelier de réparation automobile, Antoine posa la main sur une carcasse de moteur et dit « Tu te souviens, tu voulais être mécanicien ?» Léo sourit. « Peut-être que je peux être plein de choses. Maintenant. » Antoine acquiesça, fier. « C'est exactement ce que je voulais entendre. » À la maison, Marie continuait à se rétablir. Elle avait repris du poids, retrouvé ses forces. Elle commençait à marcher plus longtemps, à cuisiner, à sortir sur le balcon avec Pompon. Elle suivait les progrès de Léo avec une tendresse infinie. Elle le regardait partir le matin avec ses livres et le voyait revenir avec les joues rouges, les yeux brillants. Un soir, alors que Léo révisait une leçon de géographie à la table de la cuisine, elle s'approcha de lui et passa la main dans ses cheveux. « Tu as toujours été intelligent. Il fallait juste qu'on te le dise. » Il la regarda ému. « C'est Antoine qui me l'a dit. » Elle sourit doucement. « Et maintenant, tu commences à y croire, toi aussi. » Ce fut un tournant. Pas un miracle, pas une révolution, mais un tournant solide, profond, irréversible. Léo, le garçon de la rue, n'était plus simplement celui qu'on regardait avec pitié ou suspicion. Il devenait celui qu'on écoutait, celui qu'on respectait, et surtout celui qui croyait enfin à sa propre valeur. Les rayons du soleil de printemps
pénétrait maintenant chaque matin par la petite fenêtre du studio de la rue Bernard-Dubois. La lumière se posait sur les murs autrefois ternes, qui semblaient reprendre vie au rythme du rétablissement de Marie. Le changement, au début discret, devenait désormais évident. Elle se levait sans l'aide de Léo, marchait jusqu'à la cuisine, préparait parfois le petit déjeuner. Son visage, encore marqué par la fatigue, avait retrouvé des couleurs, et ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle. Chaque visite de l'infirmière Sophie confirmait les progrès. La toux s'était calmée, la fièvre ne revenait plus, les analyses étaient bonnes. La combinaison de soins réguliers, de médicaments adaptés, d'une alimentation équilibrée et surtout de paix mentale opérait un miracle lent mais sûr. Marie reprenait aussi goût aux petites choses, feuilleter un vieux roman, écouter la radio en fin de journée, s'asseoir au balcon avec Pompon sur les genoux. Elle recommençait à vivre pleinement, sans cette ombre constante de l'épuisement qui l'avait accompagnée si longtemps. Léo, lui, s'épanouissait dans son nouveau rythme. Il partait chaque matin en uniforme, sac bien accroché sur le dos, sourire aux lèvres. Il avait pris l'habitude de raconter sa journée à sa mère en rentrant, assis au bord du lit, décrivant les cours, les camarades, les professeurs exigeants, les découvertes qu'il faisait. Marie écoutait avec une attention joyeuse, se nourrissant de cette voix, de cette lumière, dans les yeux de son fils. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les immeubles, elle s'assit à côté de lui sur le petit canapé, lui tendit une tasse de tisane et dit doucement « Tu sais, je ne t'ai jamais dit à quel point je suis fier de toi. » Léo, surpris, la regarda sans comprendre. « Pourquoi maintenant ?»« Parce que je respire à nouveau, et je veux que tu saches que si je suis encore là, c'est parce que tu t'es battu pour moi. Tu n'as jamais abandonné. » Il baissa, les yeux émus. « C'est toi qui m'as appris ça, à ne pas abandonner. » Ils restèrent là dans un silence plein de gratitude, tandis que Pompon, allongé entre eux, dormait paisiblement. Quelques jours plus tard, Antoine passa leur rendre visite. Il ne venait plus avec la même régularité qu'au début. Non, par oubli, mais parce qu'il avait confiance en leur stabilité retrouvée. Il frappa doucement, entra avec une boîte contenant des pâtisseries et un petit livre relié pour Léo. Marie l'accueillit debout, en robe claire, un foulard noué autour du cou. Elle souriait, droite, et lui serra la main comme à un vieil ami. « Entrez, Antoine, cette maison vous appartient autant qu'à nous. » Antoine la regarda, sincèrement, ému. Elle avait retrouvé non seulement sa santé, mais aussi sa dignité, sa grâce. Il observa Léo, plus grand, plus assuré, qui sortait ses cahiers pour lui montrer un devoir noté avec mention. Ils s'assirent, burent du thé, parlèrent longuement. À un moment, Antoine se tourna vers Marie. « Je pense souvent à ce jour devant la boulangerie, ce jour où j'ai vu Léo laver ma voiture avec cette détermination. Ce geste anodin pour certains a tout changé. » Marie hocha la tête. Ce seau d'eau sale, c'était tout ce qu'on avait ce jour-là. Mais ce geste, c'était un appel au monde, et vous l'avez entendu. Ils échangèrent un long regard. Il n'y avait plus de dette, plus de sauveur et de sauvé. Il y avait une famille nouvelle, née d'un acte de courage et d'une réponse inattendue. Léo, écoutant cette conversation, sentit une vague étrange le traverser. Ce qu'il vivait, ce qu'il avait traversé, ce qu'il devenait, tout cela avait commencé avec un chiffon usé et un pare-brise poussiéreux. Il n'avait jamais su pourquoi il avait choisi cette voiture ce jour-là. Mais maintenant, il comprenait. C'était là que sa vie avait changé de trajectoire. Ce soir-là, en regardant sa mère écrire dans un cahier, elle tenait désormais un journal de ses journées et Pompon ronflait paisiblement à ses pieds. Léo sentit quelque chose d'indéfinissable. Ce n'était plus seulement de l'espoir, c'était une certitude. Ils avaient survécu, et mieux encore, ils construisaient. Et dans son cœur d'enfant devenu presque adolescent, une idée germait doucement, celle de transmettre à son tour, d'être un jour celui qui tendrait la main. 10 années s'étaient écoulées depuis ce matin froid, dans les rues de Marseille, où un garçon de 9 ans avait frotté le capot d'une voiture noire avec un seau d'eau sale et un chiffon rêche. Depuis, les saisons avaient tourné, les immeubles s'étaient patinés, mais certains gestes, eux, n'avaient jamais quitté les mémoires. Léo Moreau avait 20 ans désormais. Il portait un costume sobre, une chemise blanche ouverte sur le col et un regard déterminé. Ses cheveux plus courts qu'avant révélaient mieux la structure affirmée de son visage. Il n'était pas grand ni impressionnant, mais il avait cette prestance discrète
qu'on ne forge qu'avec des années de lutte et de résilience. Il sortait ce matin-là du grand amphithéâtre de l'école centrale de Marseille, diplôme d'ingénieur en main reçu avec mention. Dans les rangs, sa mère avait applaudi les larmes aux yeux, les mains tremblantes. Pompon, trop vieux pour marcher jusqu'à l'école, était resté à la maison, dormant dans un coussin près de la fenêtre. Mais il était encore là, fidèle compagnon des premiers jours. Antoine, bien sûr, assistait à la cérémonie, toujours élégant, mais vieilli lui aussi. Il observait Léo avec une fierté silencieuse. Ce garçon qu'il avait trouvé un matin sans but, sans futur apparent, était devenu un homme. Un homme qui allait choisir sa route. Mais ce n'était pas encore le moment des adieux. Ce jour-là, Léo avait d'autres projets. L'après-midi, il prit le tramway seul, un vieux sac sur l'épaule. Il descendit dans le quartier du Vieux-Port, là où tout avait commencé. Il marcha lentement, saluant au passage des visages familiers, s'arrêtant quelques instants devant une vitrine de boulangerie. Il s'arrêta enfin à l'angle d'une rue précise, celle où 10 ans plus tôt un pare-brise l'avait attiré. Il posa son sac au sol, en sortit un seau propre et neuf, un chiffon plié et une bouteille d'eau. Il s'agenouilla et versa l'eau dans le seau sans se presser. Il était seul et pourtant il sentait les regards. Il savait qu'on l'observait sans comprendre. Pourquoi ce jeune homme bien habillé l'avait-il une voiture quelconque garée là sans éclat? Mais il n'était pas là pour la comprendre, cette voiture. Il était là pour le garçon qui le fixait depuis le trottoir d'en face. Un petit garçon, à peine 8 ans, aux joues creuses et aux mains tremblantes. Il avait un vieux pull troué, des baskets déformées et des yeux pleins de peur. Il tenait un chiffon dans une main, un seau vide dans l'autre. Il n'osait pas bouger. Il observait Léo comme un mystère. Léo lui fit un signe. Simple, discret. Le garçon hésita, puis traversa la rue. « Tu veux essayer ?» demanda Léo, en montrant le chiffon. L'enfant ne répondit pas, mais ses doigts agrippèrent le tissu avec une avidité fragile. Léo le guida doucement, pas comme un maître, comme un frère. Ils lavèrent ensemble la voiture, lentement, sans se presser. Le chiffon glissait sur le métal et les gestes se répétaient. Mais dans ce silence, une transmission se faisait. Quand ils eurent fini, Léo sortit de son sac une petite boîte. Il l'ouvrit et en sortit un sandwich, une bouteille d'eau, un carnet vierge. « Tiens, pour toi. » L'enfant le prit sans un mot. Léo s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Je m'appelle Léo. Il y a 10 ans, j'étais toi. Et quelqu'un m'a tendu la main. Je te la tends aujourd'hui. » Le garçon cligna des yeux, surpris. « Pourquoi moi ? Parce que tu es là et parce que je te vois. » Il nota un numéro sur une carte. « Si un jour tu veux manger, parler, apprendre, appelle. Je ne suis pas loin. » Le garçon hocha lentement la tête, serra la carte contre lui. Léo se leva, remit son seau dans son sac, jeta un dernier regard à la rue. Il ne chercha pas de reconnaissance, pas d'applaudissements. Il repartit seul, le cœur plein, l'âme en paix. Et, derrière lui, sur le trottoir, un nouveau chapitre attendait d'être écrit. Un garçon, un seau et une nouvelle histoire.